l'objectif de cette session, je ne vais pas revenir dessus, on va essayer de faire un focus et un retour d'expérience sur vos pays respectifs, parce que c'est quand même aussi l'objectif aujourd'hui. Ça nous permettra dans l'ensemble des 2 jours d'avoir un panorama sur un certain nombre de pays, mais avoir dans des configurations, des contextes qui sont tout à fait différents, des niveaux d'avancement en termes d'infrastructures, d'organisation du tourisme, d'avoir une vision claire sur les opportunités que peuvent représenter des pays comme le Gabon, le Cameroun ou encore la Tunisie. C'est pas par manque de galanterie que je vais commencer par la Tunisie, vous m'excusez, mais je vais commencer par mon invité de droite. Alors la Tunisie est un cas particulier, bien évidemment, qu'on observe avec beaucoup d'attention d'un point de vue international, bien évidemment depuis 2010, dans le contexte politique, mais la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a un tourisme qui se porte bien cette année. Le tourisme marocain s'est bien porté l'année dernière, le tourisme tunisien s'est bien porté l'année dernière, on en est très heureux. Moi, je vais vous demander juste, d'un point de vue, juste d'applaudir ça, parce que c'est très... Merci. Pour un voisin et pays frère, tous les pays sont frères, mais pour la Tunisie, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un panorama très rapide de la situation du tourisme aujourd'hui en Tunisie? Mesdames et messieurs, merci. C'est très gentil ce que vous venez de dire. Je dois remercier aussi ceux qui sont derrière tout ce forum-là. La Tunisie, aujourd'hui, en 2018, a accueilli un peu plus de 8 300 000 touristes. Relativement par rapport à 2010, particulièrement en 2011, là où il y a eu ce changement radical de point de vue politique, je pense que la relance est là. Aujourd'hui, en Tunisie, quand même, le tourisme a démarré depuis 1970. L'État était derrière tout ça. L'État a réalisé les premières unités hôtelières. Elle a créé la société SHTT qui a été à l'origine de pas mal d'unités hôtelières. Et par la suite, comme l'a bien dit Madame la secrétaire d'État, on ne peut pas engager aujourd'hui un investissement dans le cadre du projet touristique et d'amélioration touristique s'il n'y a pas derrière une agence qui est capable de maîtriser le foncier. Aujourd'hui, un promoteur qui vient pour réaliser un investissement, il ne peut pas réaliser son investissement si le coût du foncier dépasse un peu entre 8 et 10% de son investissement. Et ça a été compris par l'État tunisien depuis 1973, et il y a eu la création de ce qu'on appelle l'agence foncière touristique auquel j'appartiens. L'AFT a réalisé énormément, et toute l'infrastructure qui a été réalisée en Tunisie depuis une quarantaine d'années, ça a été réalisé grâce à l'agence foncière touristique qui a pu, quand même ces 40 dernières années, faire énormément de zones touristiques, des zones balnéaires. Oui, nous avons travaillé énormément sur le balnéaire. Aujourd'hui, nous avons dans les environs de un peu plus que 230 000 lits qui y sont réalisés en termes d'hébergement hôtelier. Nous avons énormément de restaurants, un peu plus que, je dis peut-être le chiffre est de 560 restaurants touristiques. Nous avons plus de 560 unités touristiques qui sont classées dans les normes tunisiennes. Donc ça a été fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il est vrai qu'aujourd'hui, la relance, elle est là. La relance, elle est en termes de nombre de touristes, en nombre de termes d'entrée, mais aussi, on souhaiterait qu'en parallèle aussi, que l'investissement revienne en Tunisie. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, l'Agence foncière touristique met à la disposition, aussi bien qu'avant, les terrains nécessaires à la réalisation des infrastructures. Nous avons énormément de zones touristiques. Nous améliorons nos aménagements. Nous sommes en train d'améliorer pas mal nous sommes en train de regarder différemment notre produit, notre aménagement. Aujourd'hui, on ne parle plus de stations énormes, on parle de petites stations, avec des stations qui sont autonomes, des stations intégrées, avec un développement durable, bien sûr. Nous faisons très attention à ces caractéristiques-là. Et nous avons aujourd'hui, grosso modo, dans les 10 zones qui sont capables aujourd'hui d'accepter un investissement touristique, et particulièrement au niveau de l'hébergement. Les touristes reviennent, il faut que les investisseurs reviennent. Tout à fait. Tout à fait. Au niveau du Cameroun, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, en quelques phrases, nous dresser un panorama de la situation et des perspectives
On passera après à l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place, proposés par les instances gouvernementales, par les États pour encourager et amener des investisseurs. Qu'est-ce qui fait que ces destinations peuvent être des bons endroits pour des investisseurs pour atterrir et développer des projets? La situation aujourd'hui au Cameroun et les perspectives. Merci, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on entend monsieur? Non. Alors est-ce qu'on peut... Allez-y. Merci. Alors, au Cameroun, nous avons été destination touristique depuis 2010. Et depuis ce temps, donc, le Cameroun accueille chaque année autour d'1 million de touristes par an. Et la particularité du Cameroun, c'est que si nous voulons, si des touristes veulent découvrir un des pays africains, c'est bien le Cameroun, parce que nous l'appelons l'Afrique en miniature, ou le slogan le plus simple que nous utilisons aussi, c'est que nous disons que toute l'Afrique dans un seul pays. Et c'est ce slogan donc, qui vaut au Cameroun toute la diversification touristique que nous avons avec les reliefs variés, les plaines, les plateaux, les montagnes, les climats, la végétation. Nous retrouvons tout cela, tout ce qu'on peut retrouver un peu partout en Afrique, on le retrouve au Cameroun. Et c'est cette politique de diversification des sites touristiques que le Cameroun est en train d'engager. Au niveau des perspectives, nous avons un gros événement qui va se dérouler au Cameroun en 2021, la CAN 2021, qui est le plus grand événement sportif en Afrique. Et c'est sur ce plan-là que nous... Je ne connais pas. On ne connaît pas, nous, ici, la CAN. Vous ne connaissez pas la Coupe d'Afrique des Nations? Bien. Alors, c'est cet événement qui fait que le Cameroun a adopté une politique d'encadrement des investisseurs pour accroître son réceptif. Parce qu'au vu de l'organisation de cet événement, il va falloir accueillir beaucoup de monde, et le gouvernement a adopté une politique donc, de facilitation domaniale pour encourager tous ceux qui voudraient bien investir dans le réceptif camerounais. Alors, le Gabon, Karine. Alors c'est vrai que là aussi on est sur des niveaux en termes de visites qui sont différents. Est-ce que vous pouvez nous faire un point aujourd'hui? C'est vrai que d'un point de vue structuration, organisation autour du tourisme, je parle bien d'un point de vue étatique, d'un point de vue gouvernemental, c'est très nouveau et vous êtes là pour le prouver. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu justement dans comment ça s'est réalisé et où se situe le Gabon aujourd'hui sur l'échiquier touristique au niveau de l'Afrique? Je voudrais commencer mes propos. Je voudrais d'abord remercier la secrétaire d'État, le Maroc. Je voudrais remercier aussi la SMIT qui nous a invités. Depuis que j'ai été nommée, je suis à ma 4e visite sur le Maroc, justement en termes de tourisme. Et l'État marocain, par le biais de la secrétaire d'État, nous a beaucoup et nous accompagne beaucoup. En termes de tourisme, aujourd'hui au Gabon, c'est encore un peu à l'état embryonnaire. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi, sous les plus hautes instructions de notre chef de l'État, nous sommes en train de nous appuyer sur le Maroc. Parce que le Maroc, aujourd'hui, est l'un des pays en Afrique en matière de tourisme quand même assez avancé. Ce que je voudrais dire aux investisseurs aujourd'hui, c'est de pouvoir essayer d'accompagner le Gabon en termes d'investissement. Nous avons 13 parcs nationaux au Gabon, ce qui couvre à pratiquement 11% du territoire. Nous avons aussi plusieurs sites, mais qui ne sont pas exploités. Nous avons beaucoup de soucis en termes d'implantation d'hôtels, de lodges. Donc, je pense et j'espère qu'au sortir de ce forum, nous pourrons nouer des contacts avec des investisseurs pour pouvoir nous aider. Nous sommes
très porté sur les grandes chaînes hôtelières telles que Accor, parce que moi-même je suis une ancienne du groupe Accor, comme à Azalai, je crois, comme Radisson, ainsi de suite, pour pouvoir nous aider justement à développer. Il y a beaucoup de variétés que l'on trouve en Afrique australe, qu'on trouve au Gabon, mais il faudrait vraiment que nous soyons aidés, et j'en appelle aussi aux bailleurs de fonds comme la BAD, pour pouvoir nous aider dans ce domaine. Au Gabon, vous pouvez trouver des tortues, des tortues, des dauphins, des gorilles, des éléphants. Mais là où il y a ces animaux, on a un problème au niveau des structures. C'est pour cela que j'en appelle au nom du Gabon aux investisseurs qui sont dans la salle de pouvoir nous aider. Je ne terminerai pas mes propos sans remercier beaucoup le Maroc parce que pour nous aujourd'hui c'est un pays phare et nous sommes obligés, nous n'avons pas le choix compte tenu des relations qu'il y a entre les deux chefs de l'État qui sont quand même assez poussées, que le Maroc puisse nous accompagner dans ce domaine. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. Karine. Alors, en tout cas, ça nous permettra aussi de revenir un peu sur... alors, il y a tout à faire, finalement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il y a absolument tout à faire. Oui. Il y a un potentiel. Le Gabon a été emmené dans un plan Gabon émergent, Gabon vert. Voilà. Et donc, il y a tout un tourisme peut-être de nature à développer. On verra dans quelle mesure il peut y avoir des mesures d'accompagnement. Ahmed. Éventuellement. Bon, le Maroc, on est chez nous. On va pas refaire le film. Madame la secrétaire d'État a fait le bilan, mais ça va être l'occasion peut-être pour nous de revenir sur ces grandes visions qui ont été lancées au Maroc, la vision 2020 et les perspectives d'avenir en termes de capacité. Elle a été augmentée, les liaisons ont été augmentées. Bon, bref, j'ai parlé du TGV, il y a aussi beaucoup d'infrastructures qui ont été mises en place et qui sont de nature à encourager. Vers quoi on va en termes d'opportunités, d'investissement, puisqu'on est là pour ça, en termes de scalability, de capacitaire en termes de lits, on en est où? Merci Faisal. En tout cas, je joins ma voix à celles qui m'ont précédé pour remercier Matt Benchevent et les équipes qui l'accompagnent. Thank you Matt for coming to Marrakech. Je voudrais également rappeler que le tourisme aujourd'hui occupe une place très importante. Ça a été dit, ça a été redit. Peut-être juste clarifier en quoi le tourisme est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ramène beaucoup de devises au pays. C'est vrai qu'il ramène de l'emploi. Mais aussi, c'est un outil d'aménagement de territoire. Outil d'aménagement de territoire parce qu'aujourd'hui, il ne se concentre plus qu'à Marrakech ou plus qu'à Agadir. Il va dans d'autres destinations. Les investisseurs aujourd'hui sont à la recherche de cette destination. Et c'est là où le rôle des États, je pense que ça a été souligné par Madame la secrétaire d'État, c'est de ne plus aujourd'hui s'orienter que vers un investisseur qui fait que de l'hôtelier ou du développement hôtelier. Et donc, le rôle de l'État en termes de catalyseur de ce développement, et qui est aujourd'hui donné à la SMIT en termes de conception de ce développement. C'est vrai qu'il y a une stratégie, maintenant il faut la décliner, coordonner ce développement, la faire introduire au niveau des différentes régions, faire adhérer les investisseurs, mais aussi les prescripteurs du tourisme. Vous avez parlé tout à l'heure d'un secteur qui est très transverse. Je pense que quand on parle tourisme, tout le monde se sent concerné au Maroc. Tout le monde fait du tourisme au Maroc. Et il n'y a pas de compétences propres sur le tourisme au Maroc. Tout le monde fait du tourisme, et donc c'est une compétence partagée. Et c'est là où aujourd'hui, la déclinaison d'une stratégie et la réalisation d'une stratégie... Ça ne veut pas dire qu'on est tous des touristes. Hein. On l'est quelque part. Hein? Aujourd'hui, nous sommes des touristes à Marrakech. Moi aussi, je suis touriste à Marrakech parce que je vais y passer plus de 24 heures et donc je me sens concerné et je suis touriste et je fais attention à la qualité de service de cette infrastructure qui est là. Revenir aux infrastructures, peut-être revenir aussi à la stratégie. En quelques mots, la stratégie, c'est être volontariste au Maroc. C'est-à-dire quoi volontariste? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne laisse pas le marché faire son choix, faire son travail, faire sa route. L'État intervient pour piloter, et je pense que je ne reviendrai pas sur ce qu'a évoqué Madame la secrétaire d'État en termes de stratégie. Il est important de décliner les différents outils pour qu'aujourd'hui qu'on puisse être pilote de notre destin. Pilote de notre destin, on l'a vu, on a regardé depuis 2000, il y a plusieurs stratégies qui sont succédées. Bien sûr, il y a du négatif, mais moi je voudrais toujours regarder un verre de l'autre côté, il est plus plein, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde les capacités ou même les destinations,
On a quasiment multiplié par 7 le nombre d'unités d'hébergement au Maroc. On est aujourd'hui à peu près à 4000 unités, alors qu'on était à 600 ou 700 il y a quelques années. C'est un effort important qui a été fait par l'État, non par le privé. On parle beaucoup de l'État dans le tourisme chez nous, mais ce n'est pas l'État qui fait le tourisme. Heureusement qu'il y a un privé fort au Maroc, c'est le privé qui a fait le tourisme. 80% des investissements qui sont supportés au Maroc le sont faits par le privé. L'État n'est là que pour catalyser, n'est là que pour aujourd'hui amorcer ce développement, aider à ce développement. Nous sommes aussi une agence foncière, même si les gens ne nous connaissent pas comme agence foncière. Nous avons aujourd'hui du foncier que nous mettons aussi à disposition de certains privés dans certaines zones, pas dans toutes les zones. Le choix a été fait pour qu'aujourd'hui on ait ce foncier dans une zone où le balnéaire se développe, et c'est à Agadir, où nous avons le plus d'assiettes foncières. Aujourd'hui, nous en avions par le passé au niveau de Tanger pour développer Tanger. Donc aujourd'hui, c'est une stratégie qui est là. Nous avons notre produit aujourd'hui dans la stratégie même. Je voudrais revenir sur le produit. Nous avons décidé d'avoir 3 types de produits distincts. Un produit culturel, un produit balnéaire qu'on n'arrive pas encore à mettre je veux dire, sur le bon chemin, parce qu'il n'arrive pas encore à enregistrer de meilleures performances que le culturel. Nous avons à peu près un produit aussi nature. Madame a parlé de paysage, m'a parlé de faune et flore, a parlé aujourd'hui au Maroc aussi, nous avons 740 000 km² aujourd'hui de très très belles, très très beaux paysages. Juste pour faire un focus, parce que on parle du potentiel aujourd'hui, si on pouvait aller en détail, je vous demanderais de faire la même chose. Bon, je maîtrise à peu près la géographie de notre pays, bon, d'accord. Bon, les vôtres, c'est un peu moins. Ça serait intéressant de voir dans quelles zones, puisqu'on parle de potentiel, quelles sont les zones futures d'implantation qui pourraient être intéressantes en termes de développement. Comme je vous ai coupé, Ayman, juste sur quoi on va. Là, on a parlé du balnéaire, mais il y a énormément de zones sur lesquelles il y a des projets en termes de développement. Je vous demanderais de faire la même chose dans vos pays respectifs, Ayman. Alors, comme j'ai dit, il y a 3 positionnements différents. Le balnéaire, le choix a été fait par le Maroc de choisir 2 territoires phares pour développer le balnéaire. 4 territoires phares pour développer le culturel et 2 territoires phares pour développer le nature. Je vais commencer par le nature. On a choisi de faire Dakhla comme étant un développement nature. Vous allez me dire, Dakhla, c'est du balnéaire, c'est du kitesurf, c'est du balnéaire. Le choix a été fait de telle sorte à ce qu'il y ait un développement, un positionnement nature, beaucoup plus qu'un positionnement de je viens bronzer ou je viens visiter. Donc le positionnement balnéaire, on a choisi de faire en sorte à ce qu'Agadir, la région d'Agadir et le sud soient orientés vers du balnéaire, mais aussi le nord du Maroc au niveau de l'oriental et un peu du côté de l'Hoceima et tout ça, de développer du balnéaire. Alors quel type de balnéaire? Le gros du balnéaire, 90% du balnéaire qui a été choisi au niveau de notre stratégie, se fait au niveau de la région d'Agadir et du sud d'Agadir. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a un balnéaire aujourd'hui désaisonnalisé, un balnéaire qu'aujourd'hui où on peut trouver plusieurs zones touristiques, où on peut développer différents types de balnéaires. Nous ne voulons pas un balnéaire normatif tel qu'il se vend dans des pays qui font beaucoup de balnéaires. On veut un balnéaire qui soit couplé aussi au culturel, un balnéaire qui soit où aujourd'hui, quand quelqu'un vient, il ne reste pas dans son hôtel uniquement, mais il va aussi visiter ailleurs. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui les efforts sont faits pour développer ces zones balnéaires, mais aussi développer des zones culturelles. Je pense que ce qui a été lancé récemment en termes de projets d'animation autour du culturel au niveau des médinas et sont des projets phares qui sont été lancés. Je pense qu'il y a à peu près quelque chose comme 500 millions d'euros qui ont été injectés au niveau de ces médinas. C'est pour développer aujourd'hui des clusters d'animation culturelle et pour accompagner le développement. Il faut savoir que sur les... rapidement, juste un message. Un point, et que sur les 120 000 chambres aujourd'hui, 120 000 chambres qui sont développées en 5-4 étoiles, 80% sont dans des zones culturelles aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a besoin d'accompagner ce produit d'hébergement par de l'animation culturelle au niveau de vous. C'est Halaoui. Ce qui est bien avec la SMIT, c'est que nous transposons ce que fait par la SMIT à l'AFT et on transpose aussi ce que fait l'AFT à la SMIT. Alors, nous, le balnéaire, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait le renforcer parce que déjà, nous avons des stations qui sont déjà prévues. Destination traditionnelle. Traditionnelles, on n'a pas le choix que de le conforter.
Et puis, il y a un schéma général d'aménagement territoire qui a mis un peu la possibilité de réaliser les zones. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur l'écologique. Nous avons 2 stations qui sont écologiques, l'une à Ain Draham, qui s'appelle la Côte des Ruines et qui est à 800 mètres d'altitude. C'est une première zone qui est particulièrement écologique. La deuxième, ça se passe au sud-ouest de la Tunisie, juste à côté de la ville de Sfax. Et donc, c'est une presqu'île qui fait dans les 70 hectares et qui est destinée principalement à l'activité touristique écologique. De même, nous développons aussi le thermalisme. Nous avons créé une station qui fait dans les 200 hectares, pratiquement dans le Sahara, c'est la zone de Gabès, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est vraiment au sud, et c'est qui est destiné particulièrement, rien que du thermalisme, à l'eau chaude. Nous avons quand même beaucoup de l'eau chaude là-bas, et donc nous allons réaliser une station de... Nous développons aussi le secteur, le tourisme saharien. Nous continuons à le faire. C'est un secteur qui est porteur. Le tourisme saharien aussi, ça développe le sud tunisien. Nous avons déjà 3 stations là-bas. Nous continuons à faire, particulièrement à Tozeur, comme l'a si bien dit ici Ahmed, c'est qu'aujourd'hui, nous corrigeons un peu aussi ce qui a été réalisé en termes d'aménagement. Tozeur a été créé pour réaliser de l'hébergement touristique. Aujourd'hui, nous créons une petite extension pour ramener de l'animation, en plus d'un certain golf qui existe là-bas. Donc nous continuons aussi à développer le secteur touristique, donc aussi le balnéaire, le saharien, l'écologique. Donc tout ça, ça englobe aussi le développement que nous sommes en train de faire dans le cadre d'une étude stratégique aussi qui a été mise par notre ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Au point de vue du Cameroun, il y a cette même stratégie en termes de stratification sur les différents projets? Oui, tout à fait, parce que le tourisme camerounais s'était fondé au départ sur le développement des parcs, avec le parc de Ouaza, qui a une biodiversité unique au monde. Aujourd'hui, le gouvernement a adopté une politique de diversification du produit, avec le balnéaire, justement. Nous avons une bonne partie de côte camerounaise où le gouvernement compte développer, ouvrir en tout cas le produit balnéaire sur la côte de Kribi. Et il y a aussi le produit, le tourisme de montagne avec le mont Cameroun et tout l'ouest du Cameroun, l'écotourisme en particulier. Donc c'est tous ces produits-là variés que le Cameroun voudrait maintenant ouvrir au-delà des parcs qui ont d'abord lancé le tourisme camerounais. Karine, des zones particulières au Gabon? Nous avons, comme je l'ai dit au début, nous avons 13 parcs nationaux. Nous avons un parc qui est déclaré patrimoine mondial, la Lopé. Okay. Nous avons aussi d'autres sites touristiques. Comme je l'ai dit auparavant, nous avons des difficultés éventuellement pour pouvoir développer ces sites. D'où un appel que nous lançons aux investisseurs afin qu'ils puissent venir au Gabon et nous aider dans ce sens. Je voudrais... la différence qu'il y a avec le Cameroun et peut-être les autres pays, c'est qu'il faut dire la vérité, ils sont très avancés. Je vous prends un exemple. Pendant plusieurs années, le département du tourisme a toujours été rattaché à d'autres départements ministériels. Et après 17 ans, aujourd'hui, nous avons maintenant un ministère plein uniquement en charge du tourisme. L'économie au niveau du Gabon était beaucoup plus basée sur le pétrole. Nous avons compris, enfin le gouvernement a compris qu'il faut absolument développer la partie touristique. Voilà. Donc en ce qui nous concerne, il y a encore beaucoup à faire. Amen. Beaucoup. Très rapidement, parce qu'il nous reste 6 minutes et j'aimerais laisser, si vous avez des questions, vous pouvez déjà commencer à lever les mains, comme ça me permet d'évaluer parce qu'il me reste 6 minutes. Rapidement, Allez-y. Pardon Karine, allez-y. Je voudrais terminer en disant aussi que le Gabon donne des facilités aux investisseurs pour pouvoir investir au Gabon. Et je lance un appel à tous les investisseurs qui sont là, surtout les grandes chaînes hôtelières, pourquoi pas aussi des privés, qu'ils seront la bienvenue au Gabon
pour pouvoir nous aider dans ce sens-là, parce que le Gabon a vraiment, vraiment des potentialités. Nous avons des facilités douanières, c'est-à-dire que les entreprises de tourisme ont pendant 10 ans, ils ont une exonération des taxes, pendant 10 ans. Au niveau fiscal aussi, ils ont une exonération des impôts pendant les 8 premières années. Donc il y a beaucoup à faire. Voilà un peu ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Merci. Amen. Merci. Je ne voudrais pas terminer sur une note d'un panel qui est purement de personnes publiques, mais c'est aussi l'investissement privé important. 66% aujourd'hui d'hôtels au Maroc sont gérés par des gestions propres, des Marocains qui gèrent ces hôtels-là. Il y a aussi 20% des hôtels aujourd'hui qui existent au Maroc, aujourd'hui sont vétustes et n'arrivent pas à se reconstituer et redevenir un vrai produit touristique. Donc c'est là aujourd'hui un appel que je fais aux gestionnaires qui sont là, pour leur dire aujourd'hui il y a un potentiel important au Maroc, 66% de la capacité peut être approché par ces gestionnaires, ils peuvent aujourd'hui attaquer ce marché. Je leur dis aussi, dans ces 20% de ce marché qui est vieillissant, vous pouvez le reprendre aujourd'hui et le recréer comme un produit touristique. En plus des opportunités qui existent et qui sont aujourd'hui sur notre site web, qui sont aujourd'hui affichées au niveau de différents salons que nous faisons, l'investisseur a sa place au Maroc. Je pense que je n'ai pas voulu parler des incitations que le Maroc met en place, mais ça a été dit, il y a un accompagnement de tous les profils d'investisseurs qui puissent être, que ce soit des fonds souverains, que ce soit aujourd'hui des investisseurs privés, que ce soit aujourd'hui des capital risques, tout le type d'investissement est disponible au Maroc et il est à votre disposition. Nous sommes là pour discuter avec vous. Les équipes sont également ici pour discuter avec vous si des investisseurs le souhaitent. On est là pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ah, j'ai un grand bras qui s'agite. Allez-y, madame, je vous en prie. Levez-vous, présentez-vous, s'il vous plaît, et si vous pouviez poser votre question. Merci à vous. Bonjour, je suis Guillemette Dormance de la société Blossom Project à Genève. Je travaille en consulting en hôtellerie haut de gamme. Et j'ai pas mal de clients au Maroc. Je m'intéresse actuellement à la Tunisie. Je voulais savoir en fait s'il y avait une volonté d'augmenter en gamme l'hôtellerie, puisque j'ai vu qu'à Tunis, en fait, il y a des hôtels plus luxe qui se sont installés, comme le Four Seasons par exemple. Et je voulais savoir s'il y avait une volonté dans le reste de la Tunisie d'augmenter en gamme. Merci. Si Halaoui. Oui, tout à fait. Le fait aujourd'hui de changer le balnéaire, de conformer, bon, le balnéaire il est ce qu'il est. Maintenant, nos stations touristiques, il ne faut pas oublier que l'investissement il est libre. Maintenant, si un investisseur veut venir et faire de la haute gamme, oui, bien sûr, il sera la bienvenue. Nous avons des lots de terrain qui sont disposés, qui sont disponibles, qui peuvent être mis à la disposition des investisseurs pour qu'ils réalisent leur projet tel qu'ils l'entendent, étant bien sûr évident qu'un projet qui sera de haut luxe est beaucoup plus aidé par l'État tunisien en termes de tout ce qui est bonification d'intérêt, tout ce qui est avantages fiscaux et ainsi de suite. Oui, tout à fait, parce qu'un projet de luxe, ça doit tourner autour de 200 millions de dinars, donc c'est normal que l'État en demande pour pouvoir aussi les avantager. Y a-t-il une autre question? Ok, s'il n'y en a pas, il nous reste 2 minutes. Je voulais justement m'attarder sur les incentives et les facilitations qui sont accordées par l'État dans le sens. Vous nous en avez donné quelques-unes. Est-ce qu'il y en a d'autres en particulier? Oui, tout à fait. Il y a un nouveau cadre juridique de l'investissement en Tunisie. Depuis 2016-2017, quand même, il y a un nouveau cadre. Et ce cadre-là, particulièrement, c'est pour redonner confiance aux investisseurs. Aujourd'hui, il y a eu 2010-2011, il y a eu un certain ébranlement en fonction de notre situation politique. Mais aujourd'hui, le cadre juridique permet de redonner confiance aux investisseurs qui peuvent être là et particulièrement pour les investisseurs étrangers, garantir la possibilité de le principe de transfert des fonds.
Aujourd'hui, un investisseur étranger, il peut venir là, il peut réaliser son projet, mais une fois que c'est fini, une fois qu'il veut partir, il est capable, l'État garantit aujourd'hui, dans les règles de l'art, la possibilité de transférer ses activités, ses fonds. Y en a-t-il au Cameroun? Et ça sera pour finir. Au Cameroun, ce qui existe, c'est plutôt un code d'incitation à l'investissement hôtelier. Il y a des facilitations domaniales, il y a également toute une agence de promotion de l'investissement qui encadre donc toutes ces facilitations. Et par rapport à l'événement dont je parlais tout tantôt, le Cameroun, le gouvernement appuie également des investisseurs nationaux pour construire des réceptifs, etc. D'accord. Merci à vous, merci pour tous ces détails. Je pouvais applaudir nos panélistes. Alors c'est vrai que c'est une mise en bouche. En une demi-heure, on ne peut pas aller bien au fond des sujets, mais bien entendu, vous pourrez discuter plus en avant. C'est fait pour ça, pendant le déjeuner, pendant les après-midi, pendant les rencontres. Merci beaucoup, je vais vous laisser rejoindre